Bonjour à tous et à toutes. Je viens d'avoir le signal de départ de l'organisation. Très heureux de vous retrouver pour cette petite heure qu'on va passer ensemble sur le thème « En vérité, je vous le dis, quelle confiance dans les produits ?» Alors, vous avez 4 intervenants. Moi, je vais modérer cette table ronde. On s'est mis, vous le voyez, dans l'ordre des photos, comme ça vous pourrez vérifier si la photo est conforme au personnage réel et nous faire votre retour à la fin de cette conférence et vous repérer au fur et à mesure des échanges. Ravi d'être avec vous. On va commencer par un tout petit tour de table pour préciser un petit peu plus qui est avec nous et puis on va rentrer dans la problématique. Je commence de manière totalement impolie par dire 2 mots sur le collectif En Vérité. C'est un regroupement de 60 marques alimentaires qui vont de la coopérative agricole en passant par les industriels et la distribution. On a un représentant ici et pas des moindres. Et la demande de ces marques, c'est justement une demande vis-à-vis du législateur pour améliorer la transparence de l'offre alimentaire de façon à aider les consommateurs à mieux choisir l'offre. Je fais ça depuis 2 ans avec beaucoup de bonheur et à côté de ça, je fais du conseil et j'enseigne ce sujet-là dans des écoles. Voilà pour ce qui me concerne. Cher Alexandre, est-ce que tu peux en 1 minute 30 nous parler de ton parcours et de Bureau Veritas ? Oui, donc bonjour à tous. Donc, moi, je travaille pour Bureau Veritas. Alors, Bureau Veritas, je ne sais pas si tout le monde connaît, si tout le monde est familier. Donc, c'est une entreprise française qui va bientôt avoir ses 200 ans d'ailleurs. C'est pour dire la durée de vie de l'entreprise. Et donc, nous, on intervient sur les démarches de contrôle, d'audit, sur des démarches réglementaires ou sur des démarches privées. On est dans un certain nombre de pays, 140 pays, mais bon là on est bien d'accord, on parle de la France et moi en l'occurrence, spécifiquement je travaille sur les filières agroalimentaires, sur les filières alimentaires en élevage et en production de lait. Et donc à ce titre, j'ai le plaisir de pouvoir intervenir sur cette table ronde aussi par rapport, encore une fois, à cette approche de comment contrôler, comment donner de la confiance aux consommateurs sur les différentes démarches, les différentes allégations qui apparaissent de plus en plus sur les produits que nous achetons tous. Voilà. Merci Alexandre. Cher Henri, c'est à ton tour. Donc Henri Gaudron, je suis président de Biocoop depuis le début de l'année. Alors Biocoop, c'est une coopérative de magasins, de paysans, de salariés et de consommateurs. Un modèle un petit peu particulier dans la distribution française qui existe maintenant depuis 38 ans et qui a la particularité d'être 100% bio, et on y reviendra, et travailler avec des critères d'exigence très forts sur le commerce équitable, sur les origines, sur la saisonnalité. Mais je ne vais pas m'étendre tout de suite, on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Donc, les 2 premiers intervenants et moi-même, vous l'avez vu, on a un prisme assez grande conso, mais on a la chance d'avoir une ouverture vers d'autres secteurs et d'autres compétences autour de cette table. On va en parler. On commence avec Emma. Si tu veux bien nous expliquer en 1 minute 30, pareil. Bonjour tout le monde. Du coup, Emma Griveaux, moi je suis manager agriculture agroalimentaire chez iCare by Bearing Point. C'est un cabinet de conseil en environnement historiquement, maintenant aussi sur les enjeux sociétaux qui existent depuis une quinzaine d'années. Et donc on travaille avec tout type d'acteurs de la chaîne de valeur privée mais aussi publique sur tout ce qui va être formation aux enjeux, diagnostic énormément, mais bien sûr aussi définition de stratégie et élaboration de plans d'action opérationnels. Donc dans ce cadre-là, on peut toucher à pas mal d'acteurs et tous leurs enjeux et les problématiques qu'ils rencontrent par rapport à ce sujet. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et Pierre-Nicolas, je te laisse conclure cette première partie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre-Nicolas Hurstel. Je suis CEO et cofondateur d'Ariani. Ariani, c'est une technologie de passeports digitaux pour les produits qui est particulièrement adaptée aux produits durables, donc pas du tout aux consommables et à l'alimentaire. Donc les produits durables qui peuvent être de l'électroménager, des voitures, mais aussi des actifs industriels, ou pourquoi pas, dans certains cas aussi, des objets de valeur, des objets de luxe. Et donc on a conçu une technologie de passeports digitaux pour produits durables qui a la spécificité d'être ouverte et interopérable.
puisque très souvent, ces produits durables, quand ils sont dans les mains des consommateurs, ils se retrouvent au milieu de plein d'acteurs qui peuvent intervenir autour d'eux. Un réparateur, une plateforme de seconde main, un réseau de recyclage ou de fin de vie. Et donc, l'accès à la donnée du produit doit être spécifique. Elle ne peut pas être dans le serveur de quelqu'un. Il faut qu'elle soit ouverte, il faut qu'on puisse lire, il faut qu'on puisse écrire sur cette donnée d'où qu'on vienne. Donc on a créé cette technologie en 2018 avec une spécificité sur la façon dont on l'a créée, puisque 100% des fonctionnalités sont open source. Elles sont dans une association, le code est dans une association 1901. Dans laquelle on partage la gouvernance avec les marques qui construisent et utilisent avec nous. Donc il y a des marques comme Breitling, comme Moncler, comme Darty, comme le groupe Richemont. Voilà. C'est assez divers, mais qui travaillent ensemble pour construire cette technologie. Merci beaucoup. Vous aurez compris que durable dans la bouche de Pierre Nicolas, ça veut dire qui dure longtemps. Et on va parler effectivement de ces produits tout à l'heure. Merci beaucoup. Comme on le disait tout à l'heure, quelques mots d'introduction sur le sujet de la confiance dans la grande conso. C'est un secteur, en particulier dans l'alimentaire, sur lequel chacun se sent assez concerné parce que c'est des produits qu'on met à l'intérieur de son corps. Et donc, ça fait longtemps que l'industrie alimentaire est challengée sur ces sujets-là. Et à chaque fois qu'il y a des crises, il y en a eu de nombreuses depuis la vache folle pour ne remonter que là, il y a un questionnement récurrent qui remonte sur est-ce que la confiance a priori que j'accorde aux industriels et aux distributeurs, elle est sérieusement, elle est digne de. Est-ce que la confiance est digne de confiance? C'est pas très bien dit, mais vous avez compris. Et ce sujet-là, effectivement, à chaque fois qu'il y a une crise alimentaire, moi j'étais chez Fleury Michon en 2013 quand il y a eu la crise de la vache folle, la crise du cheval dans les lasagnes, vous vous rappelez? C'était pas une crise sanitaire, mais c'était une tromperie. Et on est passé en quelques jours de 5 à 10 réclamations au service consommateur à 550, avec des gens qui, objectivement, alors, de très nombreuses personnes étaient inquiètes et avaient besoin d'être rassurées. Et il y en avait aussi qui étaient extrêmement en colère en disant « vous avez une nouvelle fois trahi notre confiance, c'est insupportable ». Et le problème, c'est que ces épisodes de crise, ils arrivent de manière assez récurrente. Et aujourd'hui, quand on repose la question de est-ce que vous êtes satisfait de l'offre alimentaire, on vient de sortir une étude avec le collectif En Vérité qui est sortie hier. Il y a plus de 50% des consommateurs qui disent non, je ne suis pas satisfait. Il y a plus de 50% qui disent j'ai un problème pour choisir mes aliments parce que finalement, sur les 3 questions qui sont les questions fondamentales que se posent les gens en dehors du prix, qui est une variable importante, et du goût, il faut quand même le rappeler, qui est aussi extrêmement important. On est dans un pays qui adore la bouffe. Une fois qu'on a travaillé le prix et le goût, la question c'est je veux savoir d'où vient ce que je mange, par qui c'est fait et comment c'est fait. Et sur ces 3 items-là, c'est assez difficile de s'y retrouver aujourd'hui. Il y a même des mentions qui fleurissent sur les emballages qui sont parfois problématiques. Par exemple, sur le sujet de l'origine, il arrive de voir des mentions fabriquées en France avec un joli drapeau bleu, blanc, rouge. Et quand on regarde la liste des ingrédients à l'intérieur du produit, on se rend compte que c'est pas l'usine est bien en France, mais que les ingrédients sont pas français. Et ça, les consommateurs s'en rendent compte et considèrent que les industriels font ce travail à dessein pour leur donner envie d'acheter sur le moment, mais qu'il n'y a pas de conduite sérieuse derrière. Il y a même ensuite des mentions. On prenait l'exemple pendant la présentation de l'étude, une choucroute avec un drapeau français sur l'emballage. Et le drapeau est planté sur le chou, et c'est bien effectivement du chou français, mais ce n'est pas l'ingrédient principal de la choucroute, le chou. Et quand vous retournez effectivement la boîte, vous voyez que la charcuterie, par exemple, vient d'autres pays européens, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais ce qui est visible sur le pack, et quand vous regardez les choses en 5 secondes, vous voyez un drapeau français.
Et ça, les consommateurs le remontent en disant c'est de la manipulation de la part des marques, et donc il y a un sujet sur la confiance. Et ce qu'on essaye de faire au sein du collectif, c'est, une fois qu'on a posé le constat, parce que je pense que quel que soit le secteur, ou même en tant que citoyen, vous pouvez le partager, c'est comment est-ce qu'on peut objectiver des solutions. Et on avait été à l'origine, notamment il y a quelques mois, d'un projet qui s'est appelé Origine Info, que vous connaissez peut-être, avec dont l'objectif était d'afficher de manière extrêmement claire l'origine des ingrédients qui concernent l'emballage, et puis une petite usine qui indique le lieu de production. Et on avait testé ce que pouvait donner la représentation de ça, en le mettant au même niveau que le Nutri-Score. Vous voyez cet indicateur qui est bien développé maintenant sur les emballages. Et bien, ça permettait de multiplier les ventes entre x2 et x10 pour les produits concernés. Et donc, c'était extrêmement intéressant pour les marques qui font des efforts. Et puis, il y a eu la crise agricole, et la ministre Olivia Grégoire a choisi de se saisir de ce sujet-là. Et on a eu la possibilité, dans une concertation qu'elle a lancée, de pouvoir présenter les résultats de l'étude et participer à un dispositif de concertation qui a amené à la sortie de l'Origine Info, dont on reparlera tout à l'heure avec Biocop. Donc, une des solutions pour réussir à résoudre la confiance, à adresser le problème de la confiance, c'est effectivement d'aider les consommateurs à choisir, sachant qu'ils ont besoin, aujourd'hui, compte tenu du principe de défiance qui existe, ils ont besoin de tiers de confiance extérieurs pour pouvoir adresser cette confiance de nouveau. Il y a un très bon exemple, j'en parlais à l'instant, c'est le Nutri-Score. Même si c'est un score qui est totalement imparfait, aujourd'hui, il est reconnu par 92% des Français. C'est très intéressant parce que c'est au-dessus de label rouge ou au-dessus du label bio. C'est des chiffres qui ont énormément bougé ces 4 dernières années. Et la nutrition, c'est un des premiers critères de choix. Après, je disais tout à l'heure, le prix et le goût. Donc, le Nutri-Score, ce n'est pas la marque qui décide de l'afficher. Elle doit passer par les fourches codines de Santé publique France, pour simplifier, et elle reçoit sa note. Et ça participe énormément à rassurer les consommateurs. Donc on s'est dit, finalement, en mettant l'origine, la nutrition et l'affichage environnemental, qui est la troisième problématique, est-ce que c'est de nature à rassurer les consommateurs? On a refait une étude pour le montrer, et on a exactement les mêmes résultats, même encore plus forts, sur ces items de choix. Je précise, parce que c'est des questions qui vous viennent peut-être, que l'ensemble des consommateurs ne basculent pas. Il y a des gens qui sont toujours qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et qui ne vont pas aller sur ces offres-là parce qu'il y a quand même des écarts de prix parfois. Mais il y a une proportion suffisamment importante de consommateurs qui va basculer pour amener un intérêt économique à la marque ou à l'industriel qui s'en saisit. Et c'est ça qu'on défend. C'est ce qui a fait aussi, d'une certaine façon, le succès du Nutri-Score. Moi, je l'avais vécu aussi chez Fleury Michon. Ça a permis aux industriels de comprendre la façon dont les choix qu'ils faisaient sur la recette permettaient de faire le score. Et on a tous été à l'école, quand vous avez une note C et que vous n'êtes pas très loin de passer B, on fait les derniers efforts pour passer B. Et il y a plein d'industriels, plein de distributeurs qui ont amélioré de manière opérationnelle et parfois même ludique dans les équipes. Henri en parlera peut-être tout à l'heure, qui ont amélioré leur score. Et globalement, l'offre a énormément progressé sur ce sujet-là, même si, encore une fois, ce n'est pas parfait. Il y a le sujet des additifs et de l'ultra-transformation qui reste encore à régler. Donc, le constat étant posé, une partie de la solution, j'ai commencé à l'évoquer, c'est effectivement d'être dans une forme d'engagement volontaire. Alors, c'est ce qu'on porte au sein du collectif En Vérité. Et on va commencer un petit peu par là, parce que avant les réglementations, il y a plein de possibilités pour avancer et montrer sa différence. Et je vais commencer par Biocop. Je veux bien, Henri, que tu nous rappelles, tu l'as fait rapidement tout à l'heure, mais la progression des choix stratégiques que vous avez faits, des engagements que vous avez pris, que tu nous expliques ce que tu trouves dans le collectif et
Je crois que tu as un truc à nous dire sur l'Origine Info. Une petite info. Donc Biocop, on est 742 magasins. On a construit, et nos prédécesseurs, parce que Biocop a maintenant 38 ans, qui est des charges très strictes, j'en parlais un petit peu avant, sur le commerce équitable, sur la saisonnalité, sur pas mal de critères, et on ne sait pas forcément bien communiquer dessus, mais il y a certaines choses qui sont très complexes, comme les SLS, ALS. Maintenant, vous avez tous entendu parler du dioxyde de titane, mais nous, ça fait des années que ça nous préoccupait, et on l'avait sorti des différentes recettes. Biocop est concerné. Biocop a toujours eu ce souhait de travailler plus proche possible, notamment pour des impacts carbone. Et quand on a entendu parler donc du projet En Vérité, on s'est tout de suite retrouvé parce que de toute façon, c'est ce qu'on porte aussi comme valeur, de pouvoir être transparent sur nos engagements, de pouvoir le dire et pouvoir le prouver, parce que c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de pouvoir le prouver. Donc on a adhéré, premier réseau de distributeurs à adhérer au collectif, et on passe aussi à l'acte, parce qu'à partir du... Là, il y a un roulement de tambour, donc moi, je meuble. Mais je ne l'ai plus. À partir du mois de novembre, on va avoir les premiers yaourts à afficher l'origine info sur le lait, composant ultra majoritaire pour le produit yaourt nature, avec du lait 100% français, ce qui est déjà le cas, mais là, on va l'afficher. Donc pas de changement majeur pour Biocop, parce qu'aujourd'hui, 100% des matières premières productibles en France sont produites en France. Donc, si vous avez des tomates dans une ratatouille ou dans des raviolis, elle est française. Si vous avez de la farine dans des gâteaux ou autres à marque Biocop, elle est française. Et le lait, bien entendu, est français. Quand tu dis productible, ça veut dire, par exemple, la vanille, on ne va pas la trouver en France. Voilà, la vanille, on ne la trouvera pas. Par contre, on dira qu'elle vient de Madagascar. Le chocolat... Je ne suis pas pressé d'en avoir en France, mais le chocolat n'est pas productible en France. Donc, effectivement, pour ces produits-là, on aura la transparence de la provenance, mais on n'est pas encore en mesure de le produire. Comme tu dis, le jour où on pourra produire du cacao en France, ça voudra dire qu'on sera vraiment réchauffé. On ne le souhaite pas vraiment. Très clair pour ça, merci beaucoup. Donc ça, c'est les engagements volontaires, ça crée de la différenciation, ça crée... alors, vous avez aussi fait des campagnes de communication pour le raconter. C'est aussi un point qu'on va évoquer tout à l'heure. Parfois, les entreprises qui s'engagent passent beaucoup de temps, et c'est tout à fait normal, à travailler le fond des dossiers, à faire les efforts pour être en mesure de sortir le produit. Et elles ont un peu de difficulté parfois à aller jusqu'à l'explication et la communication, en disant on ne communique pas tant qu'on n'est pas parfait, ou on a peur du greenwashing. Et malheureusement, ou heureusement plutôt, c'est quand même extrêmement important à partir du moment où on a fait des efforts de pouvoir les expliquer à l'extérieur, parce que même si nous, on vit à 24 heures sur 24 avec nos marques et nos produits, mais les consommateurs, on fait partie on est une infime partie de leur temps de décision, et la communication, vous avez l'opportunité avec Biocop de pouvoir communiquer dans les points de vente et puis via des canaux de distribution plus classiques. Il y a eu une crise de l'agriculture, de la production agriculture biologique depuis 3-4 ans, parce que le pouvoir d'achat a été au centre des débats, parce qu'il y a des propositions alternatives qui sont sorties, genre zéro résidu de pesticides, qui adressaient une promesse qui était l'inquiétude principale autour du bio. Vous avez fait depuis des campagnes pour réexpliquer vos engagements, et je crois que la croissance est repartie chez vous. Oui, la croissance est repartie depuis le début d'année. On est sur une belle croissance, on était à +8, +9 depuis le début de l'année. On a une dynamique qu'on voit tant dans la fréquentation que dans le panier moyen, donc une belle progression. Et je pense qu'on va tout faire pour pouvoir continuer sur cette voie-là. Merci beaucoup. Alors, donc on a vu, on pourrait y revenir tout à l'heure si vous avez des questions, des engagements volontaires, la possibilité de faire de l'affichage pour informer avec des tiers de confiance extérieurs sur les emballages de façon à rassurer les consommateurs. À côté de l'ensemble de ces dispositifs, il y a un travail de fourmi qui doit être fait par les entreprises pour pouvoir être en mesure aussi de s'engager et d'être crédible. Il y en a un notamment qui est pratiqué au quotidien
Chez toi, Alexandre, c'est la certification. Alors, physique, on a utilisé ce terme-là en parallèle de ce qu'on va dire sur Ariani, où on est plus dans une logique virtuelle, on l'expliquera tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment vous adressez ce point-là et les grands sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Ouais, donc du coup, effectivement, nous, notre métier, c'est bien de contrôler, de faire des audits sur des points qui peuvent être réglementaires ou sur des démarches qu'on appelle privées. Et effectivement, cette notion, ce terme de physique, c'était sous-entendu, c'est pas digital, c'est on se déplace, on a des auditeurs qui vont, et là on est sur des filières agroalimentaires, donc qui vont aussi bien chez des producteurs, des groupements, des coopératives, des industriels, donc qui se déplacent physiquement pour vérifier le respect des cahiers des charges. Alors ça peut être le bio, effectivement, où tous les producteurs, tous les opérateurs, tous les maillons de la filière sont audités sur la base d'un cahier des charges. Donc ce n'est pas notre cahier des charges, c'est le cahier des charges, c'est réglementaire. Et donc nous, on vient vérifier que les choses sont bien en conformité par rapport à ce référentiel. Donc ça, c'est les démarches qu'on appelle officielles, où il y a derrière l'administration, nos administrations de tutelle, ou au sens large, l'État, on va dire, qui est derrière nous et qui vérifie aussi que les choses se passent bien. Et après, on a des démarches qu'on appelle privées. Donc là, c'est des contrôles privés, où on va être amené à soit récupérer, soit co-construire, on va dire, un référentiel avec une filière, avec une structure, avec un donneur d'ordre, sur c'est quoi les exigences, comment on les contrôle, avec des déplacements sur ces différents maillons dont je parlais, avec des analyses, par exemple sur ce qu'on voit nourri sans OGM. Derrière, il y a un décret, mais rien n'impose de faire des contrôles. Donc nous, on a réussi à construire des cahiers des charges, des référentiels pour venir contrôler ces points-là. Le donneur d'ordre à ce moment-là, c'est la marque qui vous dit voilà, moi je prends cet engagement-là, mais j'ai besoin que vous certifiez que l'engagement que je prends est conforme et réglementaire, enfin oui, contrôlé par vos soins. Vous êtes c'est eux qui vous payent. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr de la, Je comprends, c'est la question qu'on a régulièrement. Donc, il y a plusieurs questions. Qui c'est qui nous mandate effectivement? Le plus souvent, ça va être le donneur d'ordre. Donc, ça peut être la marque ou celui qui va commercialiser telle ou telle marque. On va prendre l'exemple. On a parlé là il y a par exemple Terrena de Agriculture, que vous avez peut-être des produits que vous avez pu consommer, ou C'est qui le patron? On va pouvoir aussi en parler. Et dans la deuxième partie de la question, il y avait quelle garantie que nous, on fait bien le boulot. Déjà, c'est que, encore une fois, on va parler des audits qu'on fait, mais même nous, si vous voulez, on peut être amené à être audité. Clairement, sur des allégations du type sans OGM, du type sur la rémunération, la notion de équitable, on a régulièrement les fraudes, et donc l'administration, qui viennent toquer à la porte chez nous et qui disent OK, il y a ça et ça comme allégation produit, il paraît que c'est vous qui les contrôlez, montrez-moi ce que vous faites réellement. Donc il y a quand même toujours l'administration qui est derrière, on ne peut pas faire n'importe quoi, et de toute façon on a cadré nos procédures internes sur ce qu'on fait dans les démarches officielles, on a cadré le même niveau d'exigence sur les démarches privées. Très bien, très clair, merci beaucoup, c'était important. Quand on a préparé cette table ronde, tu m'as parlé effectivement de l'exemple C'est qui le patron qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité puisque il y a un acteur majeur du lait qui a décidé de stopper une partie de sa contractualisation en laissant une partie des éleveurs dans la difficulté, en tout cas à court terme. Et la façon dont C'est qui le patron a construit son dispositif qui en fait, alors c'est eux qui le disent, mais la première marque vendue en GMS aujourd'hui, c'est quand même intéressant, alors qu'ils sont un peu plus chers que la moyenne du marché. C'est justement le respect du cahier des charges que le consommateur a décidé pour établir le produit. Et ce contrôle du cahier des charges, c'est vous qui le faites. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Oui, bien sûr. Donc effectivement, C'est qui le patron? Ils ont une vingtaine là, de produits. Alors avec un fonctionnement qui est propre à C'est qui le patron, que vous connaissez, avec des sociétaires qui peuvent participer à l'élaboration, enfin l'orientation de tel ou tel produit et de telles ou telles allégations. Qu'est-ce qui va être mis en avant? Et du coup, effectivement, C'est qui le patron nous confie l'ensemble des contrôles sur leurs différents produits. Et donc moi, jeudi dernier, c'est le hasard, j'étais dans le 50 là, sur une exploitation laitière qui fait du beurre BBC. Et donc j'étais avec notre auditeur. BBC, c'est Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur, pardon, qui est une marque qui est peut-être aussi connue. Et donc du coup, c'est du lait
C'est qui le patron et Bleu Banker. Ils communiquent sur les deux. Et donc concrètement, on était sur l'exploitation laitière avec le producteur sur une demi-journée, on va dire, pour vérifier tout un aspect documentaire sur ses factures, sur ses bons livraisons, sur les enregistrements qu'il doit faire, sur tous les achats qui peuvent être faits en termes d'aliments. Donc une grosse partie documentaire, mais aussi après, notre auditeur, bien sûr, se déplace sur l'ensemble de l'exploitation, va voir, vu qu'il y a des questions de pâturage, l'accessibilité du pâturage, est-ce que les animaux sont réellement au pâturage? Est-ce qu'il y a des chemins d'accès qui sont tracés par les animaux? Ça se voit facilement. Sur des questions de propreté des animaux, donc là on est sur des considérations bien-être animal, on va dire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vérifier que sur site. Sur donc, ces questions de bien-être animal, il y a aussi des questions d'approche des animaux. Est-ce qu'on peut approcher des animaux, oui ou non, pour savoir s'ils ont l'habitude, on va dire, d'être approchés par l'homme. Sur les critères effectivement de ration alimentaire, où est-ce qu'a été acheté l'aliment, quel type d'aliment a été acheté, le fameux sans OGM dont je parlais aussi. C'est souvent un élément qui revient dans l'ensemble des cahiers des charges. Et donc ces points-là sont vérifiés sur site par un auditeur qui se déplace et qui vérifie par échantillonnage sur un certain nombre de producteurs qui sont bien conformes. Et donc des fois, il peut être amené à émettre ce qu'on appelle des non-conformités, c'est-à-dire que des fois il peut y avoir des écarts qui vont de mineurs à graves, ça c'est encore jamais arrivé, où il pourrait y avoir effectivement une tromperie par rapport à un élément de communication, un élément fort du cahier des charges. Et donc du coup à ce moment-là, nous on va être amené à dire non, là du coup c'est pas bon, potentiellement on suspend, on déclasse le lait qui ne peut plus être valorisé, que ce soit en bio, que ce soit sur C'est qui le patron. On peut être amené à prendre ce type de décision qui va avoir des répercussions, parce que le gars, concrètement, il n'est plus collecté, il y a des répercussions financières pour lui. Mais notre job à nous, c'est de dire, si ce n'est pas bon, vous êtes suspendu. Et par contre, derrière, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si vous voulez revenir dans la démarche, charge à vous de nous démontrer que vous avez remis en place des actions correctives, on appelle ça, pour démontrer que vous êtes de nouveau conforme. Et donc, du coup, on ne fait pas que l'audit. C'est-à-dire que derrière, on va suivre s'il y a des non-conformités pour la remise en conformité. Ce n'est pas juste on fait l'audit et puis au revoir, c'est pas bon. Il y a l'audit, c'est pas bon. Derrière, qu'est-ce que vous mettez en place comme action? Donc, on les challenge aussi là-dessus pour que ça s'améliore. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer à Emma. Ça va nous permettre de commencer à sortir de la grande conso pour aller ouvrir vers d'autres champs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous adressez le sujet de la confiance avec les clients que vous accompagnez? Quelles sont les grandes tendances que tu vois se développer et les marqueurs les plus puissants à court terme qui te semblent efficaces pour retrouver cette confiance? Alors oui, du coup, nous, généralement, en effet, les entreprises viennent aussi nous voir parce qu'il y a des sujets de comment réussir à mieux vendre, comment pas perdre des parts de marché en continuant à avoir une confiance des consommateurs. Il y a cet aspect donc qu'on a largement abordé. Il y a bien sûr un aspect réglementaire qui est très très fort. Et aller chercher la donnée, mieux connaître sa chaîne de valeur, finalement, ça permet de répondre à toutes les nouvelles réglementations qui sont aussi bien faites là-dessus parce que typiquement, on parlait du cacao et tous les enjeux de déforestation liés au cacao, les entreprises avant, n'y savent rien, ne savent pas du tout d'où vient leur cacao. Et se poser les questions de droits humains et de déforestation associée, c'est maintenant... du coup, c'est repoussé, mais normalement, c'est maintenant obligatoire. Donc, il y a ces enjeux de vente et de réglementation qui font que les entreprises viennent nous voir, mais un enjeu clé où on leur rappelle pourquoi tout ça c'est intéressant pour vous et c'est important, c'est aussi que ça leur permet de piloter leur impact et leurs risques sur la chaîne de valeur amont. On parle d'agroalimentaire, donc tous les enjeux c'est à l'amont, que ce soit l'impact direct, mais aussi à quel point demain vous pourrez avoir une production et continuer à vendre des produits, il faut qu'il y ait une production. Et donc vraiment l'idée c'est de dire en fait il y a un bénéfice global de tous les maillons de la chaîne de valeur, d'aller chercher ces données, de se mettre des contraintes en faisant des audits parce que ça prend du temps, parce que ça prend de l'argent. Mais derrière, l'idée, c'est de se dire que, en fait, on va aussi se dire comment je m'améliore en continu et que cette donnée, elle sert bien sûr à communiquer, mais elle me sert moi aussi à piloter au jour le jour ce que je fais, mon entreprise généralement, en réfléchissant plus globalement à mes impacts environnementaux et sociaux. Et donc, je me suis un peu éparpillée par rapport à la question initiale, mais c'est pour ça qu'initialement, les entreprises viennent nous voir. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de la question sur comment on adresse la solution et qu'est-ce que nous, on leur conseille de faire. Donc, encore une fois, là, on a parlé beaucoup de traçabilité, aller chercher la donnée et autres. On peut conseiller sur ces éléments-là parce que c'est vrai que même les entreprises, comme le consommateur, sont aussi perdus sur toutes les solutions qui existent à ce sujet et lesquelles sont les plus pertinentes par rapport à leur spécificité. Mais un premier élément qui peut paraître tout bête, mais qu'on rappelle à chaque fois, c'est aussi de se dire que la
première solution, c'est de re-s'impliquer dans sa chaîne de valeur, reconnaître c'est quoi ma chaîne de valeur, c'est quoi mes fournisseurs, et mon fournisseur à mes rangs N-2, etc. Alors qu'on connaît le premier fournisseur avec qui on négocie, mais ceux d'après, on ne sait pas ce qui se passe et on ne les connaît pas. Et on voit quelques exemples d'entreprises qui arrivent soit à raccourcir les chaînes, à fortiori du coup pour enlever des maillons qui sont plus ou moins utiles, mais surtout qui vont aller chercher jusqu'à l'amont pour vraiment connaître et essayer du coup d'accompagner, d'aller mettre en place des projets, des tests jusqu'au champ agricole. Et ce lien qui est fait, ça permet aussi de se dire comment tous ensemble on fait des efforts pour aller chercher la donnée, mais encore une fois, pour aller chercher la donnée, pour faire quoi ? Pour s'améliorer derrière d'un point de vue impact. Et ça, c'est très important. Malheureusement, c'est pas évident parce que ça demande beaucoup de temps humain à mettre en place. Mais ce lien entre les différents maillons, c'est aussi clé juste pour globalement aller vers l'avant tous ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Comme on l'a dit, il y a l'aspect traçabilité, mais encore une fois, traçabilité aussi pour avoir un retour direct. Et ça, j'insiste, d'un point de vue même agriculteur, souvent c'est un point qui est oublié, mais les agris, on leur demande beaucoup de choses et on leur demande aussi des données, mais eux, ils ont zéro bénéfice à part qu'on leur tape dessus, entre guillemets, en disant t'es bon, c'est pas bon. Et l'idée, c'est de se dire que ces données, ça leur sert à eux aussi pour piloter au jour le jour leur consommation, etc. Et ça, c'est un point important. Et pour valoriser leur production, le cas échéant, Exactement. effectivement aussi. Oui. Et le dernier point du coup sur lequel on accompagne et donc on intervient, c'est bien sûr de se dire une fois qu'on a cette donnée, donc comme je l'ai beaucoup mentionné, l'idée c'est de savoir son impact. Sauf qu'actuellement, ça c'est aussi un point qui n'est pas du tout évident. Là on parle de la première raison, c'est de savoir sa donnée d'activité. Et après, comment je fais le lien entre cette activité et un impact potentiel sur l'environnement ou d'un point de vue social, ça peut être plus évident, mais sur l'environnement, c'est pas du tout facile finalement de faire ce lien-là. Il y a des bases de données d'analyse de cycle de vie qui peuvent exister et qui peuvent être disponibles, mais qui malheureusement actuellement elles sont pas suffisantes. Elles sont pas suffisantes typiquement pour mettre en avant tous les avantages du bio, parce qu'il y a des sujets de rendement et autres dans tous les calculs. Je vais pas aller en détail là-dessus, mais qui font que actuellement le bio peut pas être valorisé par rapport à tous les bénéfices environnementaux. Mais ça va être pareil pour les haies, ça va être pareil pour ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols ou l'agriculture régénérative selon ce qu'on met dedans, mais personne ne met la même chose, mais ce qui est beaucoup mentionné. Et ça, en fait, on ne peut pas le capter actuellement et le mesurer et en rendre compte dans même des affichages environnementaux, parce que c'est là où on va faire un lien entre, encore une fois, la pratique et l'impact. Et là-dessus, du coup, à Eker, on travaille... on a lancé un projet multipartite avec la CDC Biodiversité, AgroSolutions et Biosphère, où justement on travaille à affiner ces bases de données en faisant le lien entre toutes les recherches terrain qui ont été faites et les publications scientifiques, et du coup avoir des facteurs d'impact qui puissent mieux faire un lien entre des pratiques qui sont mises en place, sous réserve de savoir qu'elles sont vraiment mises en place, mais des pratiques qui sont mises en place et un impact derrière, et qui peut servir donc encore une fois au pilotage, à la communication et tout. Et donc c'est un projet qu'on a commencé depuis 1 an maintenant, qui est en cours, c'est beaucoup de travail. Mais voilà un des éléments sur lesquels on travaille aussi. Pour illustrer et rebondir, pour donner un exemple sur un acteur du textile, ça va commencer à ouvrir le champ vers Pierre-Nicolas, mais il a donc c'est un acteur qu'on accompagne chez Transformation Positive. Il y a 11 rangs de fournisseurs entre le premier, comme tu dis, qui est son contact du quotidien, et puis le champ dans lequel effectivement le coton, puisque on parle d'un pull en coton, est produit. Et c'est un défi, on va dire, une usine à gaz pour être un peu plus cru, de réussir à remonter toute cette chaîne et à garder le niveau d'exigence et éventuellement le cahier des charges sur chacun des maillons de la chaîne. Donc je comprends très bien la notion de simplification. Et effectivement, parfois, dans l'entreprise, on s'abrite d'une certaine façon derrière un cahier des charges qu'on veut strict, qu'on fait auditer, et on est plutôt rassuré par rapport à ça. Mais quand il y a 10 rangs de fournisseurs derrière, même avec la meilleure volonté du monde, il y a des risques plus importants que quand il y en a 1, 2 ou 3. Et c'est effectivement un des enjeux. Je comprends parfaitement le point. Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire sur les conseils, parce qu'on avait parlé de tendance, mais... J'en avais un dernier. Un dernier, ça semble bien. Un dernier, et ça, pour finir la boucle, parce que c'est aussi important. Enfin, là, j'ai parlé de tout l'amont et recréer le lien vers l'amont qui est inexistant et qui est important avec tous les échelons. Mais il y a aussi intégrer l'aval. Enfin, comme on l'a vu avec Séquille Patron, il y a un vrai enjeu quand les consommateurs sont mobilisés, même si pas tous les consommateurs, c'est pas possible, mais une partie des consommateurs, bien sûr, ça recrée de la confiance. Et on voit que les consommateurs font confiance. Et il y a un peu ça aussi actuellement. Il y a une décorrélation, mais même de la coopérative, finalement, l'agriculteur qui va acheter
qui est de plus en plus importante. Et il y a vraiment ce lien à faire aussi avec l'aval, à mobiliser l'aval dans tout ce qui va être gouvernance de changement et de transition, qui est essentiel pour se dire qu'on recrée la confiance de A à Z. Mais de l'agriculteur envers la grande distribution qui lui achète un produit mais au juste prix, jusqu'au consommateur derrière qui va pouvoir aussi faire un effort pour se dire parce que je sais que c'est bénéfice et que ça a plein de co-bénéfices environnementaux, sociaux et autres, je pourrais faire cet effort-là. Et donc vraiment d'aller jusqu'au consommateur, ça nous semble important. Encore une fois, c'est pas du tout le cas et c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais il faut pas l'oublier, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va effectivement sortir du champ de la grande consommation. On a parlé de produits du quotidien, de lait, de yaourt, de jambon. Mais on achète beaucoup plus que ça, bien sûr. Et donc, Ariani, Pierre-Nicolas, c'est ton moment. Quand on a préparé cette table ronde, tu m'as expliqué l'enjeu aussi pour la confiance de pouvoir établir sur des produits qui ont des durées de vie longues, d'établir la traçabilité des opérations qui sont réalisées. Et notamment, tu as pris l'exemple de Darty, qui je crois est une actualité toute récente. J'aimerais bien que tu nous expliques ce qui se passe avec cette entreprise et qu'est-ce que ça lui apporte d'utiliser la solution que vous avez mise en place. Oui, quand on parle de produits qui durent, et on voit qu'aujourd'hui, sur les produits qui durent, il faut maintenant, de manière réglementaire, communiquer sur leur durabilité, leur capacité à durer longtemps. Il y a évidemment un enjeu d'information. Il faut savoir éventuellement où est-ce qu'il a été produit, essayer de comprendre l'impact que peuvent avoir ces composants. Donc tout ce que vous avez raconté s'applique très bien, évidemment, à ces produits-là. Alors, ça devient peut-être plus complexe à comprendre. Le rapport du consommateur par rapport au fait qu'il ne va pas ingérer son four est peut-être un petit peu différent. Mais il y a de nouvelles choses qui vont rentrer en jeu parce que les enjeux sur les produits durables, si on parle de l'environnement et du changement climatique de manière générale, en fait, c'est d'arrêter d'en acheter autant. Exactement, c'est d'allonger la durée de vie, absolument. Et donc, si on veut arrêter d'en acheter autant, il faut avoir moins d'obsolescence programmée, et donc il faut garder les choses plus longtemps. Pour les garder plus longtemps, il faut bien s'en occuper. Et si on s'en occupe bien, qu'on les garde plus longtemps, on peut aussi les réemployer. Les réemployer, ça peut vouloir dire qu'on les remet sur le marché. Ça peut aussi vouloir dire qu'en les démantelant, on peut réutiliser et remettre dans une économie circulaire tout ou partie de leurs composants. Et donc là, on va avoir toute une nouvelle catégorie de problématiques d'information et de confiance qui vont émerger. Parce que quand je suis dans le magasin, la confiance, c'est ce qu'on veut bien me dire sur comment ça a été fait. Ouais, et une fois que le produit il est chez quelqu'un, la confiance, ça va être comment il a été utilisé. Est-ce que c'est possible de le réparer? Est-ce qu'il a été réparé? Est-ce que c'est possible de le réemployer? Est-ce que c'est possible de le revendre? Si je le rachète, qu'est-ce que je rachète? Je rachète quelque chose qui est en bon état, en mauvais état. Et donc, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. C'est-à-dire que on se focalise sur cette possibilité d'attacher une donnée à un produit qui est censé durer longtemps dans le temps, de placer cette donnée sur une infrastructure qui elle-même dure, où la data est persistante, donc elle ne dépend pas de la survie ni de la start-up, ni de l'entreprise. Il faut que ce soit quelque chose qui dure longtemps, qui soit décentralisé, auquel on puisse accéder à tout moment pour lire, évidemment, lire l'état du produit, mais aussi des informations sur comment il a été fait. Ça continuera à être important. Mais aussi de pouvoir accéder à des informations sur ce qui lui est arrivé. Et là, on a des nouveaux enjeux, parce que si on veut pouvoir accéder à de l'information sur ce qui lui est arrivé, il faut avoir permis à ceux qui sont intervenus d'avoir écrit dans cette donnée. Et là, on a un nouvel enjeu d'interopérabilité de la technologie, parce que on ne va pas ouvrir les portes des systèmes d'information de toutes les entreprises qui produisent des biens durables à tous les gens qui peuvent avoir quelque chose à écrire dessus. Donc on s'attache chez Ariani à proposer une solution qui permette de résoudre ces problèmes-là. À la fois de créer une data qui est persistante, qui dure dans le temps, à laquelle on peut accéder, je dirais, sur toute la durée de vie d'un produit durable, mais aussi de permettre aux uns et aux autres qui vont être impliqués dans l'extension de la durée de vie de ce produit, voire dans son réemploi, de venir écrire dans cette donnée. Et donc pour ça, il faut des technologies nouvelles. Il faut des niveaux d'interopérabilité que les serveurs chez moi, voire même le cloud, par lui-même ne permettent pas.
Et donc, on travaille sur des registres décentralisés qu'on appelle des blockchains, vous avez sûrement entendu parler de ça, qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Et donc, je vais prendre l'exemple de Darty. On a travaillé avec Darty sur un premier projet. Et demain, je fais un atelier solution avec le patron de la durabilité, des services et de la réparation chez Darty pour donner des perspectives encore additionnelles. Mais le premier projet, c'est à 12h30, je crois, ou peut-être un peu plus tard. Mais enfin, le premier projet sur lequel on a travaillé, c'est l'électroménager qu'il y avait au village olympique qui ont été utilisés par les athlètes. D'accord. Voilà. Donc, pour un petit peu donner de la matérialité à cette idée d'histoire, on a commencé par donner des passeports numériques à ces produits-là. Et la première chose qu'on a écrit, c'est le fait qu'ils ont participé au JO. Et donc, quand j'accède à cette information, ma première information à laquelle j'ai accès, c'est oui, j'ai acheté un four. Bon, c'était peut-être le four de Teddy Riner. Voilà, si tant est qu'il ait mis un pied au village olympique, ce qui reste questionnable. Mais donc, on a voulu, avec Darty, matérialiser cette idée de l'histoire du produit, d'abord avec quelque chose de positif. Parce qu'une réparation, c'est quand même un problème, c'est quand même ennuyeux d'avoir quelque chose qui ne marche pas. Donc, voilà, ça donne une première idée de ce que cela va permettre. Donc le four de Teddy Riner, il a une histoire qui commence au village olympique. Admettons qu'il ait été un peu maladroit, il a fait tomber la porte du four, il a fait tomber son four et la porte s'est cassée. Il y a un réparateur Darty qui est venu, il a changé la porte. Et ça, tu l'intègres dans la data, c'est ça? Voilà, alors l'idée c'est que s'il s'agissait juste du réparateur Darty, ça serait facile. Darty pourrait très bien faire ça dans son système d'information. Il a son réparateur, il travaille pour lui. Et le problème, c'est qu'il y a des réparateurs, il y en a plein. Il y a des réparateurs indépendants. Peut-être que d'ailleurs, j'ai acheté mon four chez telle ou telle enseigne, mais qu'en fait, j'ai un contrat de service chez telle ou telle autre enseigne qui va venir réparer. Ouais. Et donc, il faut qu'on ait un système où on peut venir écrire. Et donc, effectivement, c'est là qu'arrive la complexité. Et oui, notre technologie va permettre aux réparateurs indépendants de valider son identité de façon ouverte et de pouvoir venir inscrire cette réparation. De même, lorsque le produit va être collecté, vous savez que c'est obligatoire aujourd'hui pour le gros électroménager en particulier, de venir collecter le produit quand on en fournit un nouveau, eh bien, on va pouvoir là aussi indiquer dans l'historique du produit ce qui va se passer, s'il y a du réemploi, peut-être voire même retrouver la dernière pièce qui a été changée pour pouvoir savoir que celle-ci elle est quasiment neuve, même si le produit lui-même peut être ancien. Et donc, le rôle, là, ce qu'on voit poindre, c'est le rôle clé des éco-organismes. Donc dans le cas d'Darty, ils participent, ils sont adhérents d'écosystèmes. Le rôle clé des éco-organismes pour venir animer les filières et finalement permettre l'émergence d'une nouvelle forme de commun de données dans lequel on va avoir besoin de pouvoir lire, écrire avec des droits, voire même éventuellement, dans certains cas d'usage dont on parlera peut-être après, avoir un contrôle sur chaque petit bout de données, vraiment posséder la donnée. Et c'est ce que les technologies décentralisées comme la blockchain permettent de faire. Donc voilà ce qu'on fait. Tiers de confiance, on revient quand même sur ce sujet-là, c'est récurrent. Et finalement, contrairement au vendeur de voitures d'occasion qui va te garantir qu'il a très bien entretenu sa voiture, toi tu vas pouvoir le prouver en fait, avec la data. Je ne sais pas, quand on parle de blockchain, en anglais on dit trustless. C'est-à-dire qu'on fait confiance dans le code, de sorte à ne pas avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit. Cependant, si je veux faire confiance dans la réparation, il vaut mieux que la personne qui l'ait inscrite, elle ait une identité vérifiée. Donc on va pouvoir vérifier son identité. Mais dans le cadre, par exemple, d'un chariot élévateur, on va être content que l'historique de conformité, ce soit tes collègues chez Bureau Veritas qui soient venus le mettre, parce que moi, c'est à eux que je fais confiance pour venir me dire qu'à un moment, la conformité était... c'est pas une capsule de données technologiques que je fais confiance. À un moment, la personne qui intervient, il faut qu'elle soit crédible et légitime. Sinon... ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, on en parlait dans la préparation de cette table ronde. Nous, on fournit cette capsule de données. Aujourd'hui, les marques, elles peuvent mettre tout ce qu'elles veulent dedans. Donc, on a quand même besoin du régulateur, on a quand même besoin de l'auditeur, on a quand même besoin d'avoir des gens qui normalisent, vérifient, contrôlent que l'information à la base, on peut lui faire confiance. Alexandre, tu veux rajouter un point ?
Non, non, c'est tout à fait vrai. Effectivement, entre la donnée et la réalité du terrain, ce qui est déclaré doit quand même être vérifié par un tiers de confiance. Sinon, effectivement, la donnée, on ne peut pas garantir la donnée comme fiable, hein. Donc oui, c'est complémentaire, effectivement. Henri? Et je rajoute que pour le bio ou la bio, on a besoin de cet tiers de confiance qui nous permet de certifier. Parce qu'on a eu depuis quelques années une défiance envers le label bio européen. C'est des normes très précises. Je peux vous dire que, alors, il n'y a pas de blockchain pour nos carottes en magasin, mais les organismes certificateurs passent 2 fois. Pour Biocop, on a même rajouté un 3e contrôle annuel, passe 2 à 3 fois par an dans nos magasins pour vérifier que quand on vend du bio, c'est bien du bio et certifié du champ jusqu'à nos magasins. Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce que souvent quand on parle de blockchain, on pense traçabilité amont. En fait, ça marche très mal hein, pour la traçabilité amont pour toutes les raisons qui ont été évoquées là. C'est qu'il faut venir vérifier, c'est que s'il y a quelqu'un qui triche dans la chaîne, ben, c'est bien évident que si on lui donne en plus un système trustless dans lequel il peut raconter n'importe quoi et ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que nous, on s'est toujours focalisé sur l'aval, sur un monde dans lequel on peut vérifier l'identité d'un réparateur, on peut vérifier l'identité d'un réseau de seconde main, on peut vérifier l'identité d'une marque, d'un distributeur, on peut permettre à ces gens d'obtenir des droits d'écriture et de publication avec des règles de gouvernance qui sont établies par l'ensemble sociotechnique du commun de données. Et donc, ces éléments-là, ils sont absolument essentiels. Ils ne fonctionnent pas du tout dans l'amont. Donc, quand on vous dit la blockchain qui a tracé la carotte bio, moi, j'y crois pas du tout. Je veux bien croire Bureau Veritas que la carotte est bio, mais la blockchain, sûrement pas. Et du coup, tu disais effectivement, alors on comprend que du coup, c'est des marchés un peu différents, parce que c'est des modes de fonctionnement et des besoins de certification différents. Une partie de tes clients sont aussi des fabricants qui font des produits destinés à durer très longtemps. Et là, on comprend aussi l'intérêt de pouvoir avoir un système de traçabilité dans la durée, notamment dans l'univers du luxe, qui sont des produits qui sont censés passer les générations. Et comment vous travaillez avec ces gens-là? En fait, le luxe a été un peu notre go-to-market. C'est par eux qu'on a démarré. On a commencé cette histoire assez tôt, hein, en fin 2018. Et à cette époque-là, on parlait pas d'enjeu d'indice de réparabilité. Il n'y avait pas la loi AGEC en France. Voilà, les questions qui sont liées à l'économie circulaire, dans les filières REP, etc., elles étaient moins prégnantes. Mais nous, on avait quand même l'idée de vouloir attacher de la donnée à des produits qui durent, de pouvoir redonner la maîtrise de cette donnée aux utilisateurs, aux marques, et de permettre finalement de redonner de la confiance dans la vie d'un produit qui dure. Et donc les premières marques qu'on est allé voir, c'est les marques qui avaient des moyens et des enjeux marketing non liés à la régulation pour régler ces problèmes-là. Parce que quand on vend une montre qui est censée durer pour toujours, c'est très difficile de savoir qui la possède. Et donc le fait de pouvoir attacher une donnée numérique plutôt qu'un bout de papier avec, et de permettre que cette donnée se transmette, ça permet non seulement de rassurer, de redonner de la confiance, mais aussi de régler des problèmes qui ne sont pas liés à la régulation. Et donc c'est grâce à toutes ces marques-là qui nous ont fait confiance depuis le début, groupe Richemont, Breitling, Marc-Piguet, etc., qu'on a pu finalement investir dans la technologie. Et au moment où les enjeux de régulation et où les filières commencent à être prêtes à avancer, un peu parce qu'elles sont obligées, mais dans le cas de Fnac, il y a une vraie volonté de basculer d'un système d'obsolescence programmée à un système de service. Ils veulent vendre moins de produits. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Évidemment qu'ils ont une réglementation. Évidemment, il y a la loi AGEC, mais il y a une volonté stratégique chez eux de changer de modèle. Et donc, on arrive à ce moment-là avec une technologie qui est très éprouvée, avec des millions de produits déjà qui ont été digitalisés avec des passeports partout dans le monde. Donc, quelque chose qui est très solide et qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes autres que des problèmes de marketing relationnel de boîtes de luxe. Excellent, merci beaucoup. On est exactement dans le timing qu'on s'était donné pour cette partie conférence. On voulait laisser un petit moment d'interaction avec vous pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, je ne sais pas si on fait tourner un micro ou si il y a quelqu'un qui est dans la salle. Je ne vois personne, donc je vais faire Monsieur Loyal. Est-ce que c'est la première question qui est toujours la plus... Ah ben oui, il y a déjà une main levée. Allez, hop.
Bonjour Marius, je travaille chez Capital Croissance en RSE. Merci déjà pour l'exposé de chacun et chacune. Monsieur Charry, vous disiez que vous faisiez des audits sur différents cahiers des charges, etc., sur les labels. Mais donc ça veut dire que il y a aussi plusieurs labels, notamment sur les produits, ou plusieurs cahiers des charges possibles. Et je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de communication pour les consommateurs, notamment pour distinguer quel label a le cahier des charges le plus restrictif, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière pour, entre deux produits où il va y avoir un bio, un sans résidus de pesticides, un de tel nom de label qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'il peut y avoir justement cette communication-là? Ouais. C'est une question qui revient souvent. Ça. Nous, notre job, c'est Bureau on ne prend pas position sur dire un tel est mieux que l'autre. On reste neutre. C'est notre cœur de métier, c'est de rester indépendant et de ne pas prendre position. Après, la problématique qui va se poser par rapport à votre question, c'est que certains cahiers des charges, on parle du bio. Le bio, c'est un règlement européen, donc vous pouvez le consulter autant que vous voulez. Les signes officiels de qualité, les labels rouges, les AOP, vous pouvez aussi les consulter, par exemple. Par contre, dès qu'on bascule sur des démarches qu'on appelle privées, là, du coup, le référentiel il ne nous appartient pas à nous, il appartient à celui qui l'a rédigé. Et là, effectivement, se pose la question de la diffusion de ce cahier des charges, de ces exigences au public. Et ça, on ne peut pas prendre position, on ne peut pas les diffuser. Alors, je sais que sur le équitable là, qui arrive, on a aussi en avance là-dessus. Donc c'est qui le patron, c'est sur les rémunérations, mais là on est vraiment sur un label équitable. On attend le décret pour clarifier les choses, et sauf erreur de ma part, il me semble que sur l'équitable, il y aura une obligation justement de rendre public le cahier des charges. Mais ça reste effectivement l'exception. Donc du coup, pour pouvoir faire cette comparaison, encore une fois, nous on la ferait pas, c'est pas notre métier, mais pour ça, il faut déjà avoir les données diffusées. Et donc vu que c'est des cahiers des charges privés, il faut pouvoir les consulter avant de pouvoir les comparer. Merci. Il y a une autre question par là. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Donc, je suis Renata, je travaille chez Pernod Ricard sur la consommation responsable de l'alcool. C'est un des piliers de notre stratégie du développement durable. Et une petite question pour justifier ma question. Donc, on a mis en place des QR codes sur toute notre bouteille qui vous amènent vers une information géolocalisée sur les ingrédients, sur l'énergie, sur aussi les sujets de la santé, comment l'alcool impacte votre santé. Et on même écrit le mot cancer et aussi les tips sur la consommation responsable de l'alcool. Donc, vous avez cette petite QR code dans plus de 90 pays du monde. Mais maintenant, nous sommes allés vers la question si les gens scannent vraiment ce QR code. Et donc, la question pour vous, j'ai plusieurs questions. Donc, si vraiment on sait que les gens scannent et si les logos, les labels sur l'emballage, ça marche vraiment, ça intéresse les gens. Si oui, quels sont les conseils pour avoir le succès de Nutri-Score? Parce que j'étais vraiment impressionnée par ce pourcentage. Et la dernière question, que si vraiment dans tous les cas, il faut former les gens, il faut faire des campagnes de communication pour dire voilà ce qu'on a mis sur nos bouteilles. Maintenant, vous avez cette information, scannez s'il vous plaît. Ouais, nous, on a une grande habitude des QR codes parce que depuis le début, on a créé Ariani, l'expérience démarre avec un QR code. Et en fait, les gens, ils ne scannent pas les QR codes. Voilà. Ils ne scannent pas les QR codes. Si ce n'est pas très très clair pourquoi ils doivent le faire, alors dans le cas d'un produit durable, pourquoi le faire? C'est pour le revendre. Donc quand je suis en train de l'acheter, je ne suis pas sûr que ce soit mon problème. Ou pour le faire réparer. Et donc, j'espère que je ne vais pas avoir de problème quand je suis en train de l'acheter. Et en fait, cet effort de venir scanner le QR code, il faudrait l'expliquer par ailleurs quelque part sur l'emballage ou avoir quelqu'un qui l'explique. À ce moment-là, peut-être qu'il vaut mieux que la personne explique ce qu'il y a dedans et comment c'est fait. Donc, c'est un vrai sujet quand même. C'est à la fois une opportunité qu'on ait le droit de venir mettre de l'information comme ça derrière ce QR code et que ce soit embarqué de façon digitale. Mais c'est très, très, très difficile d'amener les consommateurs à venir rechercher de l'info.
Et on voit qu'il y a vraiment, c'est très, très dur quoi, de trouver le bon chemin versus ce qu'il y a directement écrit sur le paquet, qui là a un impact. Tu veux dire un mot? Oui, Oui. simplement, le QR code, j'y crois pour vraiment le client qui cherche à avoir des infos très précises sur un produit, mais on voit que le client ne lit pas l'étiquette bien souvent, et on a besoin de choses simples. Le Nutri-Score, c'est très simple. L'origine info, c'est très simple. On va avoir le Planet Score est aussi très simple. Et ces éléments-là, il faut simplifier, quitte effectivement à offrir la possibilité aux clients d'aller chercher plus d'informations pour savoir, voilà, ma plaquette de beurre, quelle est l'usine qui l'a fabriquée, comment les modes de fabrication, parce que je pense que beaucoup de clients ne savent pas comment est fabriqué le beurre ou plein de produits comme ça. Mais il faut simplifier la démarche et l'uniformiser. Ça, c'est un point aussi sur lequel j'apporte beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des standards sur nos produits. Le Nutri-Score en est un, même si certains industriels maintenant reviennent dessus parce que les nouvelles normes ne leur permettent pas d'être aussi bien classés qu'ils le souhaiteraient. Avoir des standards comme le label bio européen, par exemple, il est identique dans toute l'Europe, pouvoir se dire, oui, tiens, ce produit-là, je sais, Nutri-Score, je sais qu'il est bon parce que c'est du A. Planet Score, il est bon parce que c'est du vert. Origine Info, je vais avoir l'origine de mes produits, je vais pouvoir voir très rapidement sans avoir à aller faire une démarche supplémentaire. Le panier moyen en GMS, il est entre 11 et 14 produits. Quand le client vient faire ses courses, il ressort avec 14 produits. J'imagine pas le client en grande surface. En grande surface. J'imagine pas le client scanner 14 fois pour savoir, enfin 14 ou même 28 fois s'il doit faire un choix entre deux produits pour savoir. Par contre, il faut lui offrir la possibilité d'avoir davantage d'informations et ça, j'en suis persuadé. Un petit point complémentaire. Nous aussi, effectivement, sur le collectif, on plaide pour une information directement sur le pack parce que c'est le moment où tu fais le choix. Et après, il y a le sujet du tiers de confiance quand même. C'est-à-dire que le QR code, si ça renvoie vers une information, même si je comprends bien qu'elle est sincère dans votre cas, mais c'est une information de la marque, pilotée par la marque, qui raconte l'histoire qu'elle a envie de raconter. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand c'est Nutri-Score qui a été établi par Santé publique France, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc il y a cette dimension, je pense que dans les éléments que vous pourriez explorer, c'est comment le travail que vous avez fait par des dispositifs de certification ou par des dispositifs de tiers de confiance extérieure, vous pourriez revendiquer la supériorité de ce que vous faites par rapport à la moyenne du marché ou avec quelqu'un qui n'est pas vous qui le dit. Voilà, il va falloir que je fasse du chemin. Là. Je vais être ladies first. Alors, toujours pour rester dans cette histoire de Nutri-Score et de Planet Score, on voit de plus en plus d'entreprises qui sont confrontées justement à ces modèles très similaires et à des consommateurs finalement qui se mettent à confondre les deux lors du choix. Est-ce que vous avez des réflexions qui ont été portées de votre côté pour trouver des alternatives afin que justement il y ait un maximum d'informations quand même ludiques pour le consommateur, mais tout en ne l'induisant pas en erreur? Alors, ludique, pas forcément. Après, on a fait des choix assez forts. Par exemple, chez Biocop, on a refusé le label HVE. Donc, vous ne trouverez pas de label HVE. Alors, HVE, comme dit Benoît Habito, haute valeur d'enfumage. C'est un label qui a été créé pour valoriser des efforts environnementaux. En fait, on se rend compte que la plupart des vignerons, et j'ai rien contre les vignerons, j'adore, pouvaient accéder au label HVE sans faire d'efforts. Et ça manquait quand même de cohérence. Donc nous, on a décidé de bannir ce label et on refuse d'avoir le label HVE pour éviter toute confusion pour nos clients. Un point complémentaire, c'est parce qu'on l'a regardé dans l'étude, entre Planet Score et Nutri-Score, les gens ne font pas de confusion. Ils sont très séduits par la complémentarité, la similarité plutôt des couleurs. Et derrière, ils comprennent bien qu'il y en a un qui parle de leur information, enfin de l'information santé, et l'autre qui parle de l'information planète. Et je pense qu'il y aura vocation un jour à ce que ça fusionne. Je ne sais pas la forme que ça doit prendre, mais pour l'instant, ça peut coexister. Ah d'accord, je comprends. Alors oui,
Ça s'appelle du mauvais marketing, on va dire. Voilà. On parlait du remplacement du Nutri-Score par le Planet Score pour un certain acteur de l'alimentaire. Je pense que ça va être la dernière question. Et elle est là. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Toujours sur le Nutri-Score, pourquoi on ne passe pas à ce qui a été fait comme au Chili ou au Mexique actuellement sur des logos beaucoup plus explicatifs qui montrent directement ce produit contient trop de sucre ou ce produit contient trop de gras, et rester sur un Nutri-Score qui parfois est souvent critiqué ou pas très compréhensible pour le consommateur? 92% de notoriété assistée, 88% des consommateurs qui considèrent que ça les aide à choisir et que c'est facile. Il reste 12% à convaincre. Merci infiniment. Ça clôt cette table ronde. Et on est à votre disposition pour poursuivre les échanges avec plaisir.